Bon après-midi, tout le monde, et bienvenue à notre session de la gestion des risques dans les transformations organisationnelles, particulièrement dans les soins de première ligne. Je devrais probablement m'introduire. Je suis Joanne Templeton. Je vais être la modératrice pour notre panel aujourd'hui. Notre panel aujourd'hui vise à explorer différentes méthodes utilisées dans le cadre d'expériences en matière de gestion de risques lors de transformations organisationnelles d'envergure et de discuter les leçons apprises et les conditions gagnantes. Les échanges en discussion au cœur de ce panel permettront d'enrichir les initiatives de transformation au cours du Québec, notamment en lien avec la mise en place de l'Agence Santé Québec cette semaine et les objectifs du M3S quant à l'amélioration de l'accès aux services de première ligne et de proximité, et ainsi favoriser des approches plus résilientes et aussi efficaces. Nous avons avec nous aujourd'hui 4 volontaires qui sont vraiment passionnés par la gestion des risques dans les transformations organisationnelles, qui nous amènent leur expérience et aussi leur point de vue sur le sujet. Et je vais vitement vous introduire qui j'ai avec moi aujourd'hui. À côté de moi, j'ai Mme Jennifer Dack, qui est adjointe au PDGA au CIUS de l'Est de Montréal. Elle est aussi co-directrice du nouveau Centre provincial d'expertise en technologie de l'information en santé mentale, dépendance et d'itinérance. Monsieur, Dr. Yvan Gosselin-Godreau, vice-président Affaires et services professionnels chez Family Prix, et elle est aussi pharmacien propriétaire. Madame Valérie Viau, PDG chez W Synchronicité, qui est une entreprise de conseil stratégique déployant principalement son expertise auprès des partenaires liés à la gestion de l'innovation en sciences de la vie. Et au bout, on a M. Alexandre Dahl, fondateur et PDG de Aquinox Solutions. Alex se passionne sur le potentiel de la technologie pour améliorer l'accès des soins de qualité pour tous, et il est aussi déterminé à faire la différence en aidant à transformer le système de santé. Je me suis fait une liste de questions pour nos panélistes. Puis si on a le temps après, on peut prendre des questions de la salle aussi. Ma première question, peut-être qu'on va commencer, vu que vous êtes la plus proche de moi. Pouvez-vous partager des exemples concrets de projets de transformation organisationnelle où la gestion des risques a été un élément central du parcours? Oui, donc, bonjour tout le monde, d'abord et avant tout. Donc, nous, au CIUS de l'Est de l'île de Montréal, on a hérité d'une nouvelle stratégie d'accélération d'intégration de la santé mentale numérique. C'est un mandat ministériel qui nous a été confié de par un grand leadership et une grande proximité de notre centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal dans le développement d'outils numériques autoportants en santé mentale. Donc, certainement que la transformation numérique en intégrant des outils numériques dans le parcours de soins, eh bien, c'est une transformation qui demande une gestion de risque, certainement, qui demande aussi une interface avec plusieurs collaborateurs, donc du milieu privé des startups, également du volet juridique, du volet de la cybersécurité, de la gestion des données. Vous pouvez vous imaginer aussi, la gestion du changement qui est nécessaire pour accompagner nos intervenants dans l'utilisation d'outils numériques en santé mentale, en dépendance et en itinérance. Quand je parle d'outils numériques, ça peut être à la fois des sites web interactifs, des objets connectés en santé, ça peut être de la réalité virtuelle, donc une panoplie de paniers d'offres de services que le ministère nous a demandé de travailler et de déposer à la population. C'est un investissement de 12 millions de dollars sur les 4 prochaines années pour, au final, une dizaine d'outils numériques dans un panier d'offres de services en ligne sur le site de québec.ca/santé mentale. Donc, la gestion des risques, il ne faut pas avoir peur de ce mot-là. En fait, la gestion des risques, ce n'est pas un problème. Un risque n'est pas un problème. C'est une façon, en fait, d'améliorer notre vision. C'est un troisième œil qu'on a besoin de développer dans l'ensemble de nos projets, petits projets comme de plus gros projets d'envergure comme celui-ci. Donc, Joanne, en fait, c'est vraiment ça l'idée, c'est de le regarder avec vous sous toutes les facettes et également d'équiper nos cliniciens à faire cette gestion de risque-là. Ils sont habitués de le faire. Ils gèrent le risque à chaque minute de l'intervention clinique dans laquelle ils sont. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça va être un beau panel pour le regarder sous différents aspects.
C'est vraiment des bons éléments qui sont amenés par Jennifer. Puis en fait, chaque projet qui sont faits, chaque changement de processus va amener un risque. Puis la façon de se schématiser les risques que vous connaissez le plus, c'est les risques accidentels. Donc, c'est tout ce qu'on peut penser à couverture d'assurance. On assure notre maison pour un risque de feu. Par la suite, il y a tous les risques financiers dans chaque transformation, dans chaque projet. On peut penser au risque de marché, au risque financier, au risque de taux d'intérêt. Puis ça, c'est l'ancienne conception globale qu'on se faisait des risques. Fait que quand on parlait de gestion de risque, on disait il faut avoir de l'assurance, il faut s'assurer que nos systèmes sont fiables, qu'on ne passe pas au feu, qu'on ne soit pas inondé, qu'il n'y ait pas de tremblement de terre. C'était ça l'ancienne vision dans la gestion des risques. Donc, on avait des risques purs, puis on avait des risques spéculatifs par rapport au marché. Puis la vision, la conception des risques a vraiment évolué dans la gestion de projet avec l'intégration des risques opérationnels puis des risques stratégiques. Donc, des risques qu'on ne prenait pas nécessairement en compte avant dans les organisations, qui amènent beaucoup plus une vision globale du risque avec des éléments autant positifs que négatifs. Donc, à chaque fois qu'on change un processus, on se permet de l'améliorer. Donc, on est dans un monde effervescent. On parle d'innovation durant les 2 prochaines journées. Donc, plein de choses pour pouvoir s'améliorer. Ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'à chaque fois qu'on s'améliore, qu'on veut aller plus haut, il y a une petite chance que finalement, on aille plus bas de façon temporaire. Cette temporalité-là peut être plus ou moins grande. Donc, c'est ça qu'il faut analyser dans notre capacité organisationnelle, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse se rendre au point désiré de la façon la plus sécuritaire possible, si on veut. Puis, cette gestion des risques-là va être en fonction des appétits des gestionnaires pour les risques. Donc, certaines personnes vont avoir une approche beaucoup plus prudente dans le changement que d'autres qui vont avoir une approche plus téméraire. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se rendre exactement au même endroit. C'est seulement que le chemin pour s'y rendre peut être différent. Donc, dans cette approche-là, dans cette philosophie-là de gestion des risques, c'est important de le prendre en considération, puis de le prendre aussi comme un outil, comme un allié. Parce que quand il y a plusieurs, en fait, catastrophes québécoises qui sont dues à un changement de processus où la gestion des risques n'a pas été considérée. On peut penser, par exemple, à la tragédie de Lac-Mégantic, où, en fait, on avait un processus ferroviaire qui était stable. On a modifié ce processus-là pour transporter du pétrole. On n'a pas nécessairement modifié ce qui était sous-jacent à ça. Puis, ça a amené, vous connaissez le modèle du fromage suisse, que quand ça passe au travers de toutes les tranches de fromage, il arrive une conséquence qui peut être négative. Donc, c'est un exemple concret qui matérialise, en fait, le fait que de prendre en considération le risque dans un changement de processus va amener au résultat probablement de façon plus consciente, puis avec moins de divergence, si on veut. Un petit peu mon approche là, théorique sur la gestion de risque, mais je pense que c'est important de mettre la base pour pouvoir démystifier ça, puis de ne pas dire que la gestion des risques, c'est une affaire d'actuaire ou c'est une affaire d'assurance. Il y a beaucoup de choses en gestion de projet aussi, puis en processus de travail associé au risque. Eh bien, quant à moi, je voulais vous offrir la perspective, en fait, de la conseillère stratégique que je suis. Moi, j'accompagne des directions de CIUS, de CHU, au niveau, entre autres, des centres de recherche, mais aussi des DERI. J'accompagne ces équipes, évidemment, savantes, mais souvent très débordées, dans le travail, en fait, de mise en place des processus liés à l'innovation. Et j'ai voulu amener en introduction, en fait, une perspective quant aux outils, aux solutions et modalités, en fait, de gestion de risque qu'on peut s'offrir. Et j'ai voulu offrir une perspective quant à l'importance et la valeur de l'intermédiation, en fait. Intermédiation comme outil d'abord d'appropriation des processus, de développement d'innovation, mais aussi d'intégration d'innovation dans le réseau. En fait, je peux même vous donner un exemple qui est très concret, très terrain, d'un comité de pilotage qu'on déploie et que je dirige actuellement, qui se déploie directement au sein des équipes de recherche qui mènent actuellement un projet qui, justement, vise la transformation du réseau au niveau de la gestion de la main-d'œuvre. Vous savez que c'est un point extrêmement sensible, d'ailleurs qui est fondamental pour la pérennité du système. Alors, ce protocole de recherche, évidemment, nous amène des gens issus de l'académique qui ont à venir s'approprier la réalité du milieu réel pour être capables de développer
en pertinence, en cohérence, mais aussi en respect de l'expertise du milieu. Alors, ces comités de pilotage-là, ce qu'ils visent à faire, d'ailleurs, c'est directement inclus dans les processus de convenance, c'est qu'ils appellent les différentes directions qui sont touchées par le protocole de recherche de manière transversale à venir réfléchir avec les chercheurs. Donc, in situ, on vient finalement générer des savoirs qui sont à valeur ajoutée parce que, évidemment, les chercheurs sont aiguillés sur le rôle que leur protocole peut jouer, mais ils sont surtout aiguillés dans la manière de le déployer, ce protocole-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure de la pertinence dans le développement d'un outil de transformation, c'est-à-dire la recherche, mais on s'assure aussi de générer, en bon an, mal an, un milieu qui est accueillant et qui sera d'autant mieux disposé à s'approprier les savoirs innovants qui vont découler des protocoles. Alors ici, l'exemple d'un comité de pilotage, c'est une modalité de gestion de risque pour s'assurer que l'investissement collectif qu'on fait en recherche se fait vraiment dans un déploiement en résonance avec les besoins du milieu. Merci. Et pour ma part, je vais aborder la question surtout d'une perspective d'innovation et de technologie en tant que fournisseur de solutions technologiques qui visent à sous-tendre la transformation numérique des organisations ou de l'organisation des soins. Ça se manifeste dans l'établissement de la plateforme de soins virtuels provinciale ou du guichet d'accès à la première ligne numérique. Beaucoup de questions qui entourent comment articuler toutes les dimensions d'une utilisation d'une solution pour atteindre un impact, une équité, puis entre la conception qu'on peut en avoir puis la réalité qu'on vit au niveau terrain, il y a souvent un écart. Que je pense que, pour moi, l'essentiel ou la clé, c'est la culture. La culture qui permet d'anticiper le risque comme une des dimensions, mais de ne pas négliger qu'il n'y a pas de risque zéro et que c'est en innovant, en faisant, comme Yann le mentionnait, un écart peut-être temporaire d'équité sur un volet, qu'il y a des compromis à faire des pilotes pour pouvoir s'assurer de bien atteindre notre impact et de mitiger le risque avant d'aller chercher un déploiement à l'échelle. Notre plus grande école à ce niveau-là était le déploiement de Vaxicode. J'ai un petit flashback ce matin avec les manifestants qui sont rentrés. On faisait des pilotes de l'application dans des gyms, dans des bars, dans une arena, où on testait l'application, on testait l'utilisation par des personnes âgées. On avait de la ligne des codes, les programmeurs faisaient quelque chose, puis le lendemain, on avait aux nouvelles des questionnements sur la sécurité. Un des réflexes du gouvernement à l'époque était de dire on va renvoyer la police, c'est pas correct. Puis ensemble, avec la communauté de sécurité du gouvernement, le réflexe a été on a encouragé à changer le réflexe pour dire maintenant les white hacks, toute cette critique, sunlight is the best detergent. Plus on peut avoir de perspectives différentes sur une question et plus on peut encourager la communauté à partager ses préoccupations sur un usage, sur son équité, sur son accessibilité, meilleure sera la solution en bout de ligne. Donc, le MCN a lancé un Bug Bounty Program, donc un programme qui va récompenser même des white hacks pour qu'on ait une évaluation de la technologie par des hackers éthiques. Donc, vraiment changer la nature de la perception du risque pour dire comment est-ce qu'on peut accélérer l'apprentissage. Puis je pense dans tous les niveaux de projet, plus on peut itérer, puis plus on peut accélérer la courbe d'apprentissage, puis chercher une rétroaction pour voir, est-ce qu'on s'est exposé à ce risque? Est-ce qu'on a ce trou de gruyère ou de fromage suisse? Ou est-ce que finalement on l'a colmaté avec notre façon de mitiger? C'est vraiment le message clé pour moi, c'est cette accélération dans l'itération. Si tu permets qu'on réagisse, Jackie, là-dessus, je pense qu'au niveau d'une stratégie numérique en santé mentale comme celle qu'on souhaite développer, qu'on a mis en place, qu'on a opérationnalisé à travers le Centre d'expertise en technologie de l'information qu'on a mis en place, il y a des gestions de risque, effectivement, de systèmes et de technologie de l'information, de cybersécurité, de la gestion de la donnée, Alexandre, ce que tu mentionnes. Également d'une perspective éthique, comment on utilise la donnée, nous de notre côté, la donnée qui est récoltée dans les outils numériques en santé mentale, qui doit rester confidentielle, sur lesquels on doit faire aussi très attention par rapport à la responsabilité de développement qu'on souhaite en faire si on va vers l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs pans aussi de gestion de risque en technologie au niveau du réseau de la santé, notamment les meilleures pratiques cliniques aussi qu'on intègre dans ces outils numériques. Donc, c'est important qu'il y ait une sécurité clinique qui soit associée à ça, que ce sont des outils efficaces. Donc, la gestion de risque, elle est aussi également sur le volet clinique des technologies
sur l'accessibilité, sur l'équité. Donc, je rejoins beaucoup Alexander là-dessus. Oui, oui, je comprenais ça aussi. Puis je pense qu'on a touché un peu sur cette question-là, sur mon autre question que j'avais autour de un peu la gouvernance et la collaboration entre différentes organisations de santé. On parle un peu de la sécurité, mais aussi, est-ce qu'ils peuvent, je pense que toutes ces choses-là peuvent contribuer aussi à une gestion plus efficace. Quand on travaille ensemble, on travaille en groupe, on collabore, mais souvent, ça amène d'autres risques à regarder quand c'est pas dans ta petite boîte, disons, que tu travailles à toi-même. Là, je vais aller, peut-être, Jennifer, si tu peux commencer, mais je sais que Valérie, elle veut sauter là-dedans aussi tout de suite, là, mais vas-y, Jennifer. Bien, je vais y aller vraiment rapidement. Effectivement, la gestion de risque en gouvernance, c'est important. Je pense que la commissaire nous en a parlé aussi dans son tome 3, la commissaire santé bien-être, Mme Castonguay, quand elle dit que toute politique, toute stratégie gouvernementale ou toute grande réforme a besoin d'être connue, a besoin d'être partagée afin qu'elle puisse réussir. Donc, je pense qu'on a besoin absolument, en termes de gouvernance, d'avoir aussi des mécanismes de gestion de projet, des mécanismes de mise en œuvre, où est-ce qu'on est capable d'aller chercher l'appui nécessaire là, par rapport à nos projets. Donc, c'est ce que je dirais d'entrée de jeu. Oui, je pense que... Et en préparation du panel, on se posait la question sur l'impact que pouvaient jouer justement des partenariats intersectoriels, justement, pour permettre une certaine efficience au niveau justement de la gestion des risques dans la transformation. Puis clairement, moi, l'opinion que j'ai là-dessus, elle est très intuitivement liée à ce que je présentais tout à l'heure au niveau de l'intermédiation. En fait, l'intersectorialité, puis je pense qu'on en fait un usage très, très large, là, puis on interprète de différentes façons, mais pour les besoins du panel, je vais me permettre de réduire l'intersectorialité, qui est beaucoup plus complexe que ça, simplement à l'interface des expertises qui se rencontrent. Alors, évidemment, le fait de travailler en intersectorialité, mais ça nous permet une mixité de perspectives, qu'on vienne mixer le social, le clinique avec le technologique. Ce qui est fondamental, en fait, c'est de s'assurer qu'on a les bons processus pour permettre une adéquation de ces expertises-là. Parce qu'on peut rêver que tout va bien se dérouler sur le bon vouloir des gens qui sont appelés à collaborer ensemble, mais ça ne se passe pas. Ça ne se passe pas sur le terrain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut y amener un support actif, puis je pense que c'est important qu'on réfléchisse à ces processus-là. On a Santé Québec qui arrive évidemment dans notre écosystème avec un ambitieux projet d'excellence opérationnelle. Alors, dans cette excellence opérationnelle-là, mais je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aux espaces inoccupés. Ces espaces inoccupés-là, c'est ce qu'on crée comme lien, c'est ce qu'on vient favoriser comme processus, encore une fois, d'intermédiation puis de collaboration. Je vous citerai un exemple parce qu'il y en a été beaucoup question aujourd'hui. L'idée d'aller en première ligne vers des contributeurs qui sont complémentaires et qu'il faut qu'on intègre dans un plan de soins. Bien, pour moi, le fait de travailler avec le milieu communautaire, le fait de travailler avec les différentes parties prenantes du milieu, pour moi, ça s'appelle la responsabilité populationnelle. Alors, on a déjà ça dans notre ADN au niveau du réseau de la santé. Il faut maintenant l'opérationnaliser. Il faut lui donner, il faut lui insuffler des ressources pour permettre justement que ces processus-là de collaboratifs soient soutenus, mais de manière pérenne. Puis je pense que, en fait, dans la multitude des organisations, bien, ce matin, vous l'avez vu, hein, la gestion des risques n'échappe même pas au congrès de la première ligne. Moi, mon parcours, c'est la pharmacie communautaire. Donc, à la base, je suis un pharmacien communautaire, donc je représente le privé. Fait que là, j'étais très triste de voir qu'il fallait abolir le privé en santé ce matin. Mais blague à part, ce qui est important, c'est que le plus grand risque qu'on a à gérer, c'est peu importe la meilleure idée va venir d'où, peu importe quelle organisation va être le meilleur vecteur de changement, si on ne réussit pas à avoir une stratégie d'adoption collective, ça ne sert à rien. Si le jour où on a implanté le code QR, puis peut-être qu'il y a eu des lois en place ou des politiques qui ont favorisé l'adoption, mais si on met le meilleur système en place, si Alexander crée la meilleure application au monde possible puis qu'il n'y a personne qui l'adopte, bien, on aura passé à côté de rien. Fait que le risque de non-adoption, qui est un risque stratégique, fait en sorte que si on n'a pas de stratégie et de cohésion d'équipe entre les différents milieux, entre les différents... quand on parlait les acteurs, en fait, dans un certain plan de soins, si on n'est pas orienté vers le même objectif puis le même but commun,
on va passer à côté, en fait, d'une meilleure adoption puis d'un meilleur parcours. Le ministre l'a ramené ce matin de se mettre un peu dans la peau des patients, puis c'est pas un patient de façon individuelle, mais c'est le patient avec un grand P parce qu'il y a une allocation de ressources que si on met tout sur un patient, bien, le reste des Québécois n'ont plus rien. Mais si on traite le patient avec un grand P puis qu'on le place au centre, si on fait les choses de manière systémique pour pouvoir avoir, en anglais ils disent the true north, le vrai nord, puis on a une gouvernance qui est commune, bien à ce moment-là, on vient mitiger le risque. On vient mitiger le risque d'adoption, on vient mitiger le risque stratégique de faire en sorte qu'un projet qui est porteur, finalement, finit aux oubliettes ou finit de côté. Puis pourtant, c'était peut-être le projet qui allait changer la donne. Donc, il y a cet élément-là, il y a cet élément de souplesse-là qu'il faut avoir dans l'innovation pour pouvoir venir mitiger, en fait, les risques. On va tous partir d'ici demain avec la meilleure idée pour changer le monde. Je vais avoir la chance de pouvoir participer à l'idéathon également. Mais chacune de ces idées-là mérite qu'on s'y attarde collectivement pour pouvoir ramer dans la même direction. Les tensions qu'il y a à travers, par exemple, différents groupes de travail, minent l'adoption. Puis au final, cette stratégie-là, je pense que le fait d'y adhérer, même si on n'est pas 100% d'accord, si on rame tout dans la même direction, c'est sûr qu'on va avoir un meilleur résultat que si les différents groupes prennent différentes tendances. Donc, le fait de se rallier, d'avoir des objectifs communs, d'avoir un vrai nord, de ramener le patient au centre, c'est tous des éléments qui peuvent faire en sorte qu'on mitige les risques d'adoption d'une stratégie. Qu'elle soit parfaite ou pas, je pense que ça fait partie des facteurs clés de succès. Et je peux juste ajouter un peu, quand on parle de l'adoption, on a adopté beaucoup de nouvelles technologies dans le temps de la pandémie, par exemple. Alex, tu en as un bon exemple, mais si on aurait suivi la méthodologie qu'on était dedans, il y a beaucoup de technologies qui n'auraient pas sorti, qu'on n'aurait pas accès aujourd'hui. Ça démontre qu'on est capable quand on veut. Alex, voulais-tu répondre ou ajouter à cette question-là de la gouvernance? Je peux définitivement ajouter que je pense qu'une culture de pilote, une culture de risk aversion, de crainte du risque, mène à une paralysie. Et comme tu l'illustres, Joanne, on n'aurait pas eu ces impacts n'eût été l'urgence et l'alignement que ça a amené de tout le monde. Il y avait même l'UPAC et Hydro-Québec et tout le monde s'est mis les mains à la pâte pour arriver à livrer quelque chose pour la population parce que le besoin était urgent. Les conditions de succès qui ont entouré ce genre de déploiement et d'adoption technologique, il y a aujourd'hui moins de 400 000 personnes qui ont accès à leur carnet de santé Québec, qui ont été chercher leur accès. Il y avait plus de 7,6 millions de personnes sur la solution de vaccination en moins de 6 mois. Ces conditions de succès-là méritent d'être répliquées pour tous les projets et pas juste d'être parce que c'est l'urgence et que c'est la priorité politique de l'heure, mais comment est-ce qu'on adopte ces pratiques pour arriver à pallier au fait que la complexité parfois paraît trop grande ou que le risque d'agir ou qu'on veut éviter de créer une inéquité, mais il est nécessaire d'avoir l'audace d'innover pour pouvoir embarquer. Fait que du pilote à la réplication, je pense qu'on fait énormément de pilotes. Il y a un pilotitis au Québec. Et comment est-ce qu'on fait en sorte pour que toutes ces innovations qui sont à droite à gauche, autant dans la recherche côté clinique que dans le privé, qu'on puisse les amener. Je peux rajouter, c'est pas juste au Québec. Je pense que c'est à travers du Québec, du Canada. Je le vois. On a fait des bonnes choses durant la pandémie, puis là, il y en a qui sont sur une tablette à quelque part, puis personne ne les utilise. Fait. Valérie? Je me permets d'ajouter, en fait, j'ai entendu le mot souplesse, puis j'écoutais aussi l'intervention d'Alexandre. Je pense que pour pouvoir dégager cet espace-là de souplesse qui est nécessaire pour assurer de l'implémentation à succès, bien, il faut qu'on outille, en fait, le réseau de santé dans sa capacité à gérer le risque, mais aussi l'apprécier, le définir, puis vivre avec. Lui donner les outils pour le faire. Soutien, oui. des filets de sûreté, autrement dit. Moi, je travaille avec une équipe, entre autres, sur un projet qui assoit des équipes cliniques de manière transversale, et pour la première fois, on réfléchit avec ces équipes-là à des indicateurs de perception de bénéfices versus perception de risque
par rapport à un projet d'innovation donné. Et l'idée derrière ça, au départ, c'est d'abord et avant tout de dire quelles ressources peut-on mobiliser pour pouvoir encadrer l'implémentation d'un projet. Parce qu'on a évidemment l'idée un jour de transgresser l'idée de toujours garder le pilote. Là. On n'est jamais capable de passer à plus grande échelle. Alors, c'était ça l'idée de départ. C'est comment on va gérer nos ressources, parce que tout le monde, à travers le réseau, on sait que les ressources sont extrêmement limitées. Mais au fil de la discussion, ça devient vraiment un outil de changement de culture. C'est un outil d'appropriation des processus d'innovation. Et donc, ça vient dégager un espace, en fait, d'intelligence collective autour de l'innovation. Il faut se le dire, en tant que professionnel de la santé, on met une gang de professionnels ensemble d'une salle. C'est pas le groupe qui est le plus amoureux du risque. Là. Pas vous, là, mais une gang de professionnels ensemble, on leur dit, ça se peut que les décisions que vous allez prendre, il va y avoir des conséquences, il va y avoir des erreurs. Ah, ben là, pas sûr que ça nous tente finalement. Alors qu'il faut se donner ce droit-là. L'erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage. Puis, il faut le faire de façon le plus consciente possible. Mais en tant que professionnel, on a été formaté à ne pas faire d'erreur puis à être risk adverse. Puis là, on parle d'innovation, on parle de changement de processus. Fait qu'il y a toute cette culture-là professionnelle à changer, puis cette omerta-là de l'erreur qui est donc terrible. Il faut que ça fasse partie d'un processus d'amélioration continue qui nous mène à quelque chose de meilleur, malgré ce que je décrivais au début, parfois la petite pente ben là, on ne s'est pas amélioré cette fois-là, mais la fois d'après, on va faire un meilleur pas. Fait que, puis ça, c'est un billet professionnel qui est important. Puis c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir s'améliorer collectivement dans le système de la santé. Je reviens peut-être rapidement sur le volet de la souplesse. En fait, pour se donner de la souplesse, il faut se donner le temps aussi de bien construire nos projets. Puis nous, au niveau de la stratégie, on a exactement fait ça. On s'est donné des outils aussi de meilleures pratiques de gestion de projet, des outils de gestion du changement. Parfois, on pense que c'est d'usage, mais non, dans le fond, il faut vraiment se poser en comité de direction avec nos équipes opérationnelles pour voir un peu, avoir à faire les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces du dossier, le volet externe aussi, quelle est l'analyse de risque externe, l'analyse contextuelle, faire une analyse de parties prenantes, de regarder les rôles et responsabilités appartiennent à qui dans notre dossier. On a un dossier sur plusieurs pans, donc les cliniciens ont un rôle et une responsabilité d'adopter aussi les outils numériques en santé mentale, mais les gestionnaires ont un rôle d'animation. Puis au niveau de chacun des paliers, là, les communications ont un rôle aussi d'amener l'information puis de sécuriser aussi l'ensemble des parties prenantes dans l'utilisation de ces nouvelles technologies en santé mentale. Donc, il faut absolument utiliser les meilleurs outils de gestion de projet et de gestion du changement qui s'offrent à nous et prendre le temps aussi de se laisser un espace d'essai et d'être en mesure de gérer aussi certains échecs d'exécution, puis d'être en mesure d'accepter, puis d'apprendre, et avec le transfert de connaissances et la formation autour de nos dossiers, d'être en mesure de, voilà un peu, là, passer ce message-là en transfert de connaissances, que la gestion de l'échec, un peu comme tu dis, Yann, que c'est possible, en fait, d'apprendre de ça, puis c'est un tremplin pour faire mieux. Moi, Joanne, je m'en voudrais de ne pas ajouter un élément, c'est que, et c'est tout à fait rattaché à la souplesse, là, c'est que pour moi, l'excellence opérationnelle ne peut pas exister ou être déployée si on ne tient pas compte de la réalité du milieu. Donc, pour moi, l'innovation, il faut que ça ait aussi un sens jusqu'à un certain point asymétrique. Il faut que ça soit en réponse à un besoin régional aussi. Donc, ça veut dire que l'innovation à Montréal, puis on l'a répété, on l'entend, mais il faut que les processus suivent en ce sens-là. L'innovation à Montréal, ça ne veut pas dire être implémentée de la même façon à Val-d'Or ou à Québec. Il faut qu'on soit capable d'outiller les milieux dans leur capacité de gérer leurs propres risques aussi. On a une guidance, on a une vision stratégique, tout le monde converge vers le True North, mais il faut que dans l'opération, on soit capable d'être en résonance avec la réalité du milieu. Oui, pour avoir votre propre manière d'y avancer avec des directions. Je pense qu'on a touché un peu à l'innovation, la technologie dernièrement. Est-ce que les technologies émergentes et aussi les innovations, est-ce qu'ils peuvent vraiment être... On a déjà touché à ça, fait que les réponses vont peut-être être un peu plus courtes, mais est-ce qu'ils peuvent être intégrés dans la gestion des risques durant les grandes transformations
En particulier, améliorer l'accès aux services de première ligne. Est-ce que on a touché un peu à la technologie, Absolument. l'évaluation? Comment est-ce qu'on Je pense on que, par avance exemple, ça? dans le cas de la santé mentale, la dépendance, l'itinérance, on a beaucoup misé dans les dernières années sur l'auto-soin, l'autogestion. Donc, c'est une transformation clinique, hein, apprendre à faire des auto-soins, apprendre à réfléchir sur le volet de l'autogestion, de se poser des questions sur dans le fond, nos émotions comme telles, etc. Puis je pense qu'au niveau de l'innovation clinique, ça, c'est une partie importante. Et au niveau technologique, bien, ce qu'on a beaucoup appris, c'est que, comme les collègues l'ont dit, il faut le faire avec les personnes utilisatrices de ces technologies-là. Donc, tout le volet de la co-construction, les meilleures pratiques en design, les meilleures pratiques d'expérience utilisateur, c'est ce qu'on a besoin de faire aussi pour allier l'innovation au volet de la transformation clinique, là, dans le développement d'outils numériques en santé mentale. Je donne juste une statistique rapide, là, mais 4% des personnes qui téléchargent une application mobile en santé mentale vont l'utiliser de façon intensive pendant 15 jours, puis après, ne l'utiliseront plus. Donc, il y a aussi cette espèce d'adhérence-là aux technologies là, sur laquelle on a besoin d'avoir un regard particulier en gestion de risque, mais plus on le fait avec les utilisateurs de services, qu'on soit par et pour, comme on dit souvent en santé mentale, bien, je pense qu'on se met toutes les conditions gagnantes de notre côté là, pour l'adhésion à ces outils-là numériques. Un exemple. Puis en fait, dans chaque projet, pour chaque pathologie, pour chaque milieu, la gestion de risque, c'est pas l'affaire d'une personne. C'est pas le directeur du risque d'un hôpital, d'une pharmacie, d'une compagnie. Le risque, il faut que ça soit transversal. C'est quelque chose qui est intégré dans tous les processus. Puis, historiquement, bien, les gens, ils montaient un projet, transférer ça à la personne à côté en disant « Regarde les risques qu'il y a là-dedans. » Puis là, il y avait une étude environnementale. Puis les risques, c'est une affaire de tous. Il faut qu'il y ait une gestion intégrée des risques. Pourquoi? Parce que si on a le meilleur spécialiste qui va analyser tous les risques d'une catégorie, si les risques ne sont pas appropriés de la part du reste de l'équipe, bien, ça n'a servi complètement à rien. Puis un des problèmes systémiques actuellement, c'est que les professionnels ne se parlent pas assez. Donc la réalité des uns n'est pas nécessairement compris par la réalité des autres et vice-versa. Puis cette absence ou ce laxisme de communication, puis pourtant on est à l'air qu'on a tous nos téléphones dans les mains, on prend des notes, on peut s'envoyer des messages, ça n'a jamais été aussi facile de communiquer, mais pourtant on communique mal, puis on communique pas bien. Puis ce partage de risques-là, puis de vision-là est fait dans un cadre qui est trop rigide parce qu'il y a on a peur du jugement, parce qu'on a peur de l'erreur, parce qu'il manque de souplesse. Donc, ce partage-là, dans ce flot de projets-là, il ne faut pas avoir peur lorsqu'on innove, lorsqu'on arrive avec des projets en santé mentale, lorsqu'on arrive avec des projets de recherche, de dire, bien, ce bout-là, il est ficelé, mais il y a un risque, tu sais, c'est pas parfait, puis il manque quelque chose, puis d'aller chercher la diversité de vision, puis de partager ça ouvertement avec les équipes collaboratives. Ça apporte un niveau de réflexion qui fait en sorte que cette transparence-là amène une compréhension globale et mutuelle de certains enjeux, puis permet en fait encore une fois, un meilleur déploiement. Donc, c'est pas une question de guerre de tour d'ivoire où là, l'objectif, on a tous un objectif d'améliorer le système de soins, on a tous un objectif d'améliorer les soins qui sont prodigués aux patients, puis on est tous des spécialistes dans notre propre champ d'expertise, alors que le patient, il n'a pas besoin d'un expert, il a besoin d'une équipe autour de lui, il a besoin d'un système. On parlait ce matin un terme que j'ai adoré de Dr Sacha, qui parlait d'un système qui est humanisé, qui va venir aider à guider des décisions, guider des parcours de soins. Donc, il faut pouvoir faire confiance au système. Puis il faut que pour ça, il y ait une meilleure communication des réalités entre les individus et ça dans tout projet. Moi, si je peux juste ajouter, j'aime ça, cette réponse-là, que ça serait pour on collaborait. Si tu regardes un projet, ils vont dire, toi, tu es le gestionnaire de risque. C'est ça ta job. Fait que lui, va les enregistrer, les risques, puis va les suivre. Mais si ça serait fait en groupe, ça serait fait bien mieux parce que tout le monde aurait des bonnes idées. Puis il serait encouragé d'aller regarder aux risques, puis faire qu'est-ce qu'on fait pour les mitiguer.
Fait que ça serait une Exactement. vraiment Tu sais, bonne idée. le modèle en silo, il faut oublier ça. C'est rendu, tous les modèles, c'est rendu tellement complexe que c'est des modèles transversaux qui fonctionnent bien, où on est capable d'intégrer le risque à plusieurs niveaux, dans plusieurs divisions, par exemple, dans une entreprise, dans un projet. Si je peux me permettre vraiment très rapidement, ça fait lien au niveau de la gouvernance. Nous, par exemple, dans notre structure de gouvernance, on a mis en place le premier comité provincial d'évaluation des outils numériques en santé mentale. Donc, on gère le risque avec une vingtaine de chercheurs, des startups autour de la table, des cliniciens, des médecins psychiatres. Donc, on a géré le risque aussi de dire, ben, c'est pas n'importe quels outils numériques qui vont faire partie de ce panier-là. Donc, on a mis des structures de gouvernance qui sont capables là, de venir pallier là, certains éléments de risque et d'avoir aussi les meilleures personnes autour de la table pour prendre des décisions collectives là, comme celle-là. Moi, je pense que pour chaque innovation, on parle évidemment ici de technologie numérique, mais je pense que c'est valable, transposable à tout type d'innovation. On doit développer ce réflexe-là de réfléchir tout le processus depuis la création jusqu'au déploiement de l'innovation comme un processus qui doit être soutenu par sa propre trajectoire de connaissances. Le premier wagon là, d'un train de trajectoire de connaissances, c'est d'abord et avant tout de valider qu'on a un besoin réel, puis que ce besoin réel-là, il est vraiment perçu, validé, mesuré par le milieu preneur potentiel. C'est la première cassure. C'est la cassure qu'on a souvent nommée comme étant un marché push plutôt que d'être dans un marché pull. Déjà là, il y a beaucoup de bris, ça tombe beaucoup au niveau de l'innovation. Ensuite, d'accompagner, mais vraiment activement, les milieux preneurs avec des moyens concrets pour faire cette lecture transversale dont tu fais mention, Yann. On ne pousse pas tant que ça, en fait, l'analyse d'impact de l'introduction d'une innovation sur l'ensemble de la trajectoire de soins. Qu'est-ce qu'elle va avoir, cette innovation-là, comme ripple effect ou comme effet cascade, si on veut, puis des fois, ça devient même l'effet papillon, parce que c'est une solution pour un des intervenants d'une trajectoire de soins, mais plus loin, plus en amont ou en aval, on voit qu'il peut y avoir des impacts sur les infrastructures, sur les ressources humaines, sur l'organisation des soins. Donc, il faut qu'on ajoute ce wagon-là de la trajectoire de connaissance qui est d'analyser transversalement la trajectoire. Puis finalement, je pense que le dernier wagon, c'est vraiment de s'assurer que la trajectoire de connaissance suit avec les moyens pour accompagner l'appropriation des savoirs innovants. Ça, c'est autant pour l'utilisateur de l'innovation, le patient ou l'usager, mais aussi l'intervenant clinique, l'intervenant de soins qui va avoir à interfacer avec des nouveaux types d'outils. Donc, si on ne réfléchit pas à l'avance sur le fait qu'on a besoin d'accompagner l'appropriation, c'est un autre point de bris où, justement, on aura failli à notre tâche de bien développer cette trajectoire de connaissances-là. Alex? Oui. Je rebondirais définitivement sur l'importance d'éviter le silo et d'affranchir les lorgnettes ou des lentilles avec lesquelles on a tendance à regarder nos problèmes. Je pensais à une anecdote, un projet en psychiatrie qui visait les questionnaires de pré-visite. Puis, on planifie ça, OK, à n'importe quel moment, on veut que le patient puisse remplir son questionnaire pré-visite, indice de qualité de vie, etc., avant de rencontrer le psychiatre, dont le temps est limité, bien sûr. Fait qu'on dit, oui, parfait, sauf qu'il faudrait que ce soit juste dans la salle avant qu'il nous rencontre. Alors, pourquoi? Alors, on fait toute l'idée de faire ça, c'est qu'on rend la vie plus facile du patient. Pourquoi est-ce qu'on attendrait juste qu'il soit... Ah, mais parce que s'il y a un indice suicidaire potentiel, on ne veut pas être considéré responsable, si c'est à d'autres moments. Où est l'humanisation de cette approche-là? Qu'est-ce qu'on met au centre de la préoccupation? Mais que je pense qu'il y a vraiment... On réapprend les mêmes leçons en ne systématisant pas et en ne mutualisant pas les connaissances comme tu l'amènes. Je pense beaucoup au Institute for Healthcare Improvement, le Triple Aim Framework qui est devenu le Quadruple Aim Framework, que certains pensent en rajouter l'équité pour le Quintuple Aim Framework, d'avoir un cadre de référence commun qu'on peut appliquer parce que, comme tu dis, même si c'est technologique, innovation technologique ou de processus, c'est du pareil au même, c'est de la gestion du changement, c'est une évaluation d'ingénierie de la situation actuelle, de la situation cible, la mise en commun des efforts pour arriver vers une vraie solution. Est-ce que la solution, elle humanise, puis elle amène les vrais impacts pour tous les acteurs nécessaires? Je pense avoir un cadre de référence comme celui-là serait essentiel. Puis si on pense à l'innovation technologique, on va être bousculé d'autant plus fortement qu'on n'a plus les moyens de faire comme on faisait avant. L'automatisation va venir au grand galop. L'intelligence artificielle, avec toutes ses ramifications, va aussi chambouler les façons de faire. Donc, puis aujourd'hui, on évalue la spécificité dans un cadre de recherche. On peut voir que tel outil d'intelligence artificielle répond mieux à tel examen que
tel bassin d'humains, mais ça ne nous dit pas est-ce que c'est indiqué pour une utilisation en clinique. Est-ce que ça ne nous dit pas, est-ce que ça va, si le Generative AI, c'est tel type de modèle, s'il hallucine, est-ce que je mets en danger un patient qui aurait eu une information contre-productive? D'avoir un cadre de référence raison autour plus de d'avoir ça. des processus de co-création avec le milieu, justement, pour s'assurer qu'on a cet input-là, qui est un input de pertinence. Absolument. L'input et la rétroaction constante, oui. parce qu'il faut mesurer même à chaque question qu'on pose, à chaque engagement, est-ce que la perspective des différents acteurs, le patient et les professionnels de la santé, dont au fur et à mesure, parce que l'application mobile, le 4 que vous avez souligné comme adhésion à une application en santé mentale, c'est bien révélateur que l'idée était peut-être bonne, mais il manque des ingrédients fondamentaux dans la pratique pour atteindre l'impact. L'intelligence artificielle, quand ça va bousculer, il va falloir accélérer et systématiser comment est-ce qu'on met ces cadres de référence et cet apprentissage, parce qu'on ne va pas tous devenir du jour au lendemain experts en algorithme pour savoir lequel va avoir une tendance à halluciner, puis lequel va être plus avoir un guardrail qui va être utile pour la pratique clinique. Mais peut-être là-dessus, rapidement, on est déjà dans une perspective très normée, très législative, un peu comme les collègues le mentionnaient plus tôt. Comment on fait pour ne pas se rajouter dans les cadres de référence? C'est bien, là, ça nous donne une guidance intéressante, mais comment on fait pour se permettre toujours, selon vous, là, je me permets de penser à l'extérieur de la boîte malgré tout, là, parce que la gestion de risque, c'est comme on a dit, le risque n'est pas un problème. Donc, à partir de ce moment-là, il faut qu'on reste en mesure d'être proactif, d'être innovant, de penser à l'extérieur de la boîte, tout en gérant le risque. Donc, comment est-ce qu'on y arrive, là, au final? En fait, on a soulevé plusieurs points à très haute altitude, mais concrètement, premièrement, dans un meeting sur la gestion de risque, là, si on arrive avec un rapport de 100 pages sur la gestion de risque d'un projet, probablement qu'il va y avoir une personne dans la salle qui va l'avoir lu. Le temps d'expliquer ça aux 10 autres personnes qui sont dans la salle, ça va prendre 1 heure de temps. Fait qu'on vient de scraper 10 heures de productivité dans le groupe. Moi, j'ai une petite intolérance à la réunionnite de faire des réunions informatives sur des choses qui n'avancent pas. Moi, ce que j'ai déjà demandé à certaines équipes de travail, c'est, bon, c'est la pause, là, on va à la salle de bain, on va prendre un verre d'eau, ça va prendre 5 minutes. Pendant ces 5 minutes-là, pensez à votre top 3 des choses qui feraient en sorte qu'on va échapper le projet complètement. Puis pensez aussi au top 3 des affaires qu'on n'a pas prévues au projet qui pourraient nous apporter des résultats positifs au-delà de nos espérances. On ramasse ça ensemble. Après ça prend 5 minutes. Chaque personne dit son top 3 des choses qui eux, selon leur conception du monde, qui est différente d'une personne à l'autre, vont énoncer selon leur background, mais moi, je pense que ça pourrait aller dans cette direction-là. Je pense que ça pourrait aller dans cette direction-là ou dans cette direction-là. Puis je pense qu'on n'a pas vu ça, mais ça pourrait également nous apporter ce biais positif-là. Alors, on amène, premièrement, l'expérience de tout le groupe à contribution pour identifier certains risques. Puis aussi, on amène une perception favorable aussi à des risques, parce qu'il faut arrêter le mindset que des risques, c'est juste négatif. C'est aussi qu'est-ce que ça pourrait faire en sorte que, on pensait arriver là, mais on arrive là finalement. Puis ensuite de ça, c'est d'avoir une petite discussion en groupe. Il y a certains, on peut le mettre en ordre de préférence, les gens peuvent voter, on peut utiliser de l'argent Monopoly pour payer notre risque. Puis après ça, on va pouvoir, en tant que gestionnaire, se concentrer sur certains aspects du risque. Puis après ça, ça nous permet de faire une base. On n'est pas des experts en gestion de risque qui font ça tous les jours, mais ça ne nécessite pas nécessairement de faire venir un expert externe dans chaque projet tout le temps, avec votre conception du monde, avec vos expériences antérieures, avec votre spécialisation professionnelle. Mais tout le monde est capable de contribuer. Puis par ma perception, par mes yeux, c'est comme ça la meilleure façon de commencer, c'est que si chaque personne contribue un petit peu à la gestion de risque, chaque personne se familiarise aussi, puis on arrive avec des meilleures idées, des meilleurs projets. Moi, j'abonde dans le même sens. Pour moi, la solution, elle ne se trouve pas dans le top-down ou le bottom-up. Ou non, pour moi, la solution, elle se passe dans le transversal. Puis c'est vraiment comme ça qu'on est capable d'abord de faire appel à l'intelligence collective de manière optimale. Je vous parle depuis tantôt de l'intermédiation. Pour moi, l'intermédiation, là, c'est le boson de Higgs. C'est la molécule qui manquait. Là. C'est ce qui nous permet de démontrer le modèle. C'est ce qui nous permet d'activement supporter, en fait, ce qui doit se passer entre les différents silos qu'on doit désiloiser, justement.
Et c'est comme ça qu'on est capable de venir justement, des fois au coin d'une machine à café peut-être, là, mettre en commun de l'intelligence. Je pense que ça demande un peu plus de réflexion que ça, là, mais ce que je dis, c'est que de réhumaniser les échanges, de réouvrir des espaces où on est capable de partager les expertises, bien évidemment, je pense qu'on est plus fort ensemble. Je pense que quand on parle d'innovation, il n'y a pas juste l'innovation de technologie, de clinique, il y a l'innovation des outils, puis comment est-ce qu'on avance la gestion des risques aussi. C'est en soi de l'innovation, de permettre à nos équipes terrain de se réapproprier cet espace-là, où on peut co-créer ensemble, où on va générer des nouveaux interfaces avec des partenaires autres, que ce soit la recherche ou que ce soit des partenaires privés. Ben, c'est de l'innovation en soi. Oui. Il faut réfléchir à ces modalités. Ça vient de changer le mindset de comment est-ce que tu fais les affaires. Puis ça fait partie de toute la gestion. Ma dernière question, je pense qu'on a encore le temps. Je vais vous demander, c'est quoi les principaux défis et opportunités spécifiques lorsque le réseau de santé public s'interface avec le secteur privé dans les grandes transformations organisationnelles, notamment ce qui concerne l'intégration et aussi, on n'a pas touché là-dessus, mais la réglementation provinciale. Il faut toujours regarder ou penser aussi que c'est important quand on regarde au risque. Fait, je pense, Yann, veux-tu commencer En sur fait, ça, bon, ben c'est pas une surprise, là. Donc, je suis pharmacien et la pharmacie communautaire, c'est le domaine que je connais le mieux, qui est un domaine qui est complètement différent d'un modèle de système hospitalier public, d'une clinique de soins publique, d'une clinique de soins privée, d'un cabinet, d'une clinique de soins infirmiers qui a pignon sur rue. Et tous ces modèles-là évoluent dans leur propre environnement. Il faut réussir à faire en sorte que, collectivement, on trouve une bonne trajectoire pour le patient. Puis la bonne trajectoire pour moi n'est pas nécessairement la bonne trajectoire pour Jennifer et n'est pas nécessairement la bonne trajectoire pour le patient. Donc, je reviens encore sur cet élément de souplesse-là, mais il faut réussir à définir des trajectoires qui sont harmonieuses pour le patient, puis que le patient, en fait, soit maître de sa trajectoire puis qu'elle soit fluide. Le problème, c'est qu'il y a tellement de barrières entre les différents systèmes que, par exemple, le patient vient me voir à la pharmacie pour une condition mineure, j'évalue le patient, je juge que ce patient-là a besoin d'aller voir un autre professionnel. Bien là, cette transition-là est très difficile actuellement dans le système parce qu'il n'y a pas de canal qui permette ça. Puis on a mal géré, en fait, collectivement, le risque d'interconnexion des systèmes, que ce soit numérique ou que ce soit physique. Moi, je suis maître dans mon écosystème pharmaceutique. Dès que le patient sort de ça, il rentre dans un autre écosystème. Là, il arrive un vide, il arrive un temps d'attente, il arrive un moment où le patient il est perdu. Il ne s'est pas présenté finalement dans la bonne clinique parce que la référence n'était pas nécessairement bonne. Les conditions de soins n'étaient pas claires. Donc, dans chacun de vos systèmes, dans chacun de votre travail, vous êtes les experts, vous connaissez ça, mais dès qu'on change le patient d'environnement puis qu'il arrive dans un environnement, qui arrive sur un autre étage, qui transfère d'hôpital, c'est comme s'il fallait recommencer à zéro puis que là, on avait perdu tout ce temps-là pour l'organisation entre les systèmes. Donc, pour moi, c'est une des façons... c'est un des problèmes auxquels il faut collectivement s'attaquer. Puis quand je dis se parler, dans ma vie clinique, c'est facile. Je suis à Alma, je connais tous les médecins, je connais toutes les cliniques. Dans un modèle qui est plus urbain, ça apporte d'autant plus de difficultés. Alors, il faut vraiment prendre le temps de faciliter ces liaisons-là pour ma part, pour faire en sorte que le patient, on diminue le risque de l'échapper, puis que finalement, il ne se rende pas du point A au point B. Là. Si on maîtrise le point A, on maîtrise le point B, on se doit de maîtriser le chemin entre les deux. Et puis, des chemins, il y en a une infinité. Donc, ça revient à humaniser le système, à trouver des façons où on va accélérer ces transferts-là du point A au point B. Dans le fond, pour un dossier qui, comme le nôtre, là, en innovation numérique en santé mentale, une autre statistique intéressante là, à retenir, 80% des produits numériques du type de ceux qu'on regarde là, pour combler ce panier d'offres de services ne se rendent même pas au point du développement. Donc, pour nous,
on n'a pas le luxe de ne pas s'interfacer avec ce que vous avez appelé le privé, mais ce que moi j'appelle plus sympathiquement les startups dans notre dossier. On n'a pas le luxe de ne pas s'interfacer avec eux pour justement apprendre et élargir cette intelligence-là collective. Par contre, il faut mettre des chiens de garde, c'est normal. Nous sommes un réseau public, donc je pense que c'est important de mettre des chiens de garde, tout comme le ministre l'a dit sur son commentaire sur X ce matin. C'est dans une perspective où on a dans le fond, des principes directeurs d'universalité, de gratuité, de collaboration, de co-construction, d'élargissement, justement, là, de ces parties prenantes-là, où est-ce qu'on veut écouter tout le monde, s'inspirer de tous, des meilleures pratiques, etc. Donc, moi, je pense que c'est dans cette façon-là qu'on est en mesure d'apprendre et de prendre le meilleur et de l'intégrer au réseau public pour le bien-être de nos populations. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là. Je pense que quand on dit qu'on apprend, il faut aussi partager ce qu'on apprend, nos leçons apprises, pour que les autres en prennent soin aussi. Moi, j'ajouterais simplement brièvement qu'on n'a pas encore pris la mesure, en fait, de toute l'expertise complémentaire qui existe en dehors du réseau. Tout juste avant notre panel, j'entendais M. Gagnon du ministère nous dire qu'il faut arrêter de penser que le réseau doit faire tout seul. Je pense que c'est devenu insoutenable. Puis pour moi, je vois, dans la mesure où on a justement des cadres de gouvernance bien précis qui vont bien établir les règles, qui vont nous permettre un espace de dialogue avec des partenaires autres, bien, ça ouvre tous les possibles, en fait, de venir chercher des ressources, notamment pour venir alimenter des leviers qu'on a déjà dans notre réseau. Moi, je pense entre autres à la mission universitaire, de développer des savoirs par la recherche, former la relève, soutenir le développement de pratiques innovantes. Ça prend des ressources pour faire ça. Ça prend des sous, ça prend de l'expertise aussi pour le faire. Puis, je pense qu'il est urgent, en fait, qu'on vienne s'alimenter à des nouveaux paniers de ressources. Puis d'ailleurs, on discutait en préliminaire d'investissement de capitaux de risque. On a nos startups qui sont ici, qui veulent pouvoir profiter du réseau de la santé comme premier preneur. Je pense qu'il y a peut-être de l'espace pour réfléchir à comment on pourrait réallouer des capitaux de risque pour accompagner, justement, l'intégration. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis l'expert des capitaux de oui, risque. certainement pas, mais de l'interface du... Tout à fait. Je pense, j'abonde dans le sens que ça commence avec le principe, puis la culture, puis il y a un shift de mindset profond à faire pour établir une confiance et supporter l'innovation, que ce soit entre le public et le privé, que ce soit entre des paliers de gouverne, de ministériels et des établissements qui doivent pouvoir innover. Il y a vraiment un changement assez fondamental qui doit s'opérer et qui commence avec les principes. Puis, si ce changement-là permet d'avoir le bon alignement d'incitatifs, puis qu'on regarde, on enlève les lorgnettes et qu'on regarde l'impact pour la population, pour pas juste perspective de clinicien, ni juste perspective du patient, mais aussi perspective populationnelle, perspective productivité, etc., et qu'on sort de ce pilotitis, désiloisation, un nouveau mot préféré, et qu'on arrive à avoir cet alignement d'incitatifs, ben là, ça va être plus facile à du capital risque ou à différents investissements, que ce soit d'hôpital en partenariat, centre de recherche avec des startups, ou que ce soit de partenaires du privé, de dire, bon, ben, il y a une cible qui a été donnée. Pour moi, c'est une approche d'urbanisme. Le gouvernement devrait dire, voici les règles du jeu, voici les principes, voici ce qu'on vise comme impact, réduire les no-shows, améliorer la qualité de vie des cliniciens en première ligne qui sont complètement brûlés. Ben, voici les critères et les indicateurs qu'on veut regarder. Go, innover. Chacun qui va réussir à réduire un no-show, ça va être un 3 pièces d'économie sur le no-show. Let's go. Je pense qu'une approche comme ça va être beaucoup plus ça serait favorable à l'innovation. Ce qu'on vit aujourd'hui, et pour ton point, Jennifer Tantwood, sur comment est-ce qu'on fait, c'est déjà normé et réglementaire. Pour moi, la systématisation ne veut pas dire bureaucratie. On peut systématiser dans l'automatisation, puis en mettant un human in the loop et non pas un human in the way. Si on concentre toujours à comment est-ce qu'on accélère, mais qu'on monitor, qu'on s'assure de l'impact, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, plus vite ensemble. Mais actuellement, malheureusement, souvent, c'est de la bureaucratie. Le risque est mis dans le cadre de, c'est le réglementaire puis la bureaucratie, puis c'est ce qui freine l'innovation et non pas un élément qui vient le sous-tendre ou l'accélérer. Je pense que c'est vraiment important d'avoir des paramètres et de mesurer
pour faire les décisions de c'est quoi un vrai risque. Puis peut-être un risque est un avantage aussi qu'il faudrait regarder. Et je rajouterais même d'évaluer, chose qu'on fait aussi encore trop peu dans notre réseau de santé. Oui, merci. Puis pour conclure pour ma partie, j'aimerais ça vous laisser en fait un dernier truc en tête. Ce matin, en fait, on s'est fait présenter, on s'est fait pas présenter, mais plutôt réitérer le quoi, donc le plan global de la santé au Québec. Donc, on a un quoi qui est relativement bien défini. Après ça, collectivement, souvent, on va s'attarder au comment. Moi, ce que je vous incite à discuter avec vos équipes, c'est quand on pense qu'on a aligné le comment, on pense qu'on est tous alignés puis qu'on sait comment faire les choses. Puis si tout le monde a le même comment, bien, ça marche bien. Il y a une question fondamentale que souvent on oublie puis qu'on laisse de côté, c'est le pourquoi. Puis quand les pourquoi sont pas bien alignés, ça part dans tous les sens. Puis c'est jamais un gage de succès, puis on échappe beaucoup de risques dans le mésalignement des pourquoi. Mais si on réussit à aligner les pourquoi ensemble, les comment deviennent secondaires parce qu'on va pouvoir, en fait, de façon divergente, de façon pas nécessairement tout le temps sur la même track, mais on va avoir le même pourquoi, on va avoir le même nord. Et puis, ce pourquoi-là est fondamental dans notre transformation du système de la santé. Puis souvent, c'est une question qu'on met de côté. On va vraiment focusser sur le comment, puis on dit, bien, si on est aligné sur le comment, nos organisations sont alignées, puis ça va marcher. Mais on perd la valeur fondamentale du pourquoi on le fait. Puis je pense que c'est important de ramener ça dans les discussions. Puis quand vous allez avoir des discussions houleuses sur certains risques, bien, rappelez-vous du pourquoi, ramenez ça au fondamental. Puis si on aligne les pourquoi, après ça, c'est un gage de succès, je crois. Pour le mot de la fin, de mon côté, ça va dans le même sens, c'est garder en fait un sens absolu de la mission. Donc, le pourquoi, c'est nos objectifs, notre mission étant tous et chacun de différentes façons d'augmenter l'accès aux soins et services à la première ligne, entre autres, nous, de notre côté, par l'innovation en santé mentale numérique, par l'auto-soin, l'autogestion. On se rappelle que 80% des soins et services sont donnés en première ligne. C'est les besoins de notre population. Donc, je pense de garder un sens fort de la mission, ça va répondre au pourquoi. Et quant à moi, je pense qu'il faut envisager d'être cohérent avec l'ampleur du défi que représente l'innovation et l'appropriation des savoirs innovants en accompagnant concrètement et de manière pérenne le réseau de santé et les équipes qui sont affairées justement à réfléchir, à innover. Et ça, bien, ça passe beaucoup par des outils concrets pour faciliter, intermédier, puis accompagner. Un dernier mot, Alex? Sure. C'est le moment. Peut-être désiloisation, je pense, mais aussi de... Briser les silos. C'est bon. Mais vous avez tout appris un nouveau mot. Je pense qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Il devrait y avoir une ouverture. Des fois, partager un risque naît d'une insécurité. Et d'arriver à non seulement avoir la culture pour nous dire c'est correct d'innover, c'est correct d'avoir des erreurs, c'est important. Le plus important, c'est de faire nos apprentissages puis d'accélérer nos apprentissages là-dessus. Puis je pense dans la mutualisation de l'apprentissage aussi, on a beaucoup... on peut se tourner davantage vers l'extérieur, en dehors du Québec. À l'international, il se fait beaucoup d'initiatives. On n'a pas besoin de réinventer la roue sur beaucoup d'éléments. Puis pour le volet AI, je vous invite à aller voir le Coalition for Healthcare AI, une initiative démarrée au MITRE et Mayo Clinic aux États-Unis, mais qui maintenant a plus de 1000 institutions internationales là-dessus et qui commence à faire des travaux pour justement mettre les principes qui peuvent aider à guider comment est-ce qu'on met ces innovations à portée. Donc, apprenons aussi de ce qui est fait en dehors du Québec. Merci. Merci à tout le monde. Puis je pense qu'on est rendu dans le négatif là, dans notre temps ici. Là. Mais je voudrais remercier nos panélistes, Jennifer, Ian, Valérie, Alex. Comme on a eu bien du fun cette semaine à s'arranger avec nos questions puis se parler. On a appris beaucoup de chacun de nous. Puis je voudrais vous remercier pour être ici aujourd'hui. Puis je pense que vous avez fait ma job pas mal facile parce que je n'ai pas demandé bien de questions. Je pense que vous auriez bien été sans moi. Merci.